Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être aujourd'hui ici. C'est un peu une gageure en 20 minutes de développer l'entier, l'essentiel, disons, de ce qui fait la sylviculture en continu. Je vais utiliser différentes acceptions. Et je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel au risque d'être parfois un peu simpliste, vous l'aurez compris, et on pourra corriger le texte dans vos questions. Il ne faut pas seulement considérer la gestion en futaie à couvert continu comme un cas particulier de gestion sylvicole aussi originale soit-il, mais plutôt comme un guide de pensée, un mode de faire, une philosophie, qui en fait, pour reprendre une chose essentielle qui caractérise ce mode de faire, a été définie par un Allemand, M. Müller, dans les années 1920, a traité la forêt comme un organisme, comme on disait à l'époque. Terme précurseur de celui d'écosystème qu'on utilise aujourd'hui. Le terme d'écosystème n'a été développé qu'en 1935, scientifiquement parlant. Bref, et à utiliser, à conserver cette qualité d'organisme holistique, intégral, et de profiter de ses bénéfices, de ces principes spontanés de renouvellement, qui sont gratuits. C'est évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les automatismes biologiques et qui ne coûtent rien, ou presque rien. La sylviculture a couvert côté qu'on fait passer les assez vite. Ben, je vous fais un petit signe et puis vous avancez. Alors on peut passer. Oui, là. La sylviculture à couvert continu, il serait à mon avis plus approprié de dire un renouvellement durable. Parce que c'est là, aujourd'hui, l'essentiel, quand on parle de durabilité. L'idée va émerger dans l'histoire moderne de la sylviculture à la fin du... C'est passé. Ah non, il devrait y avoir un... Plus haut. Plus haut. Ah oui, un graphique a disparu. Bon, voilà. On parle des grands précurseurs, des gens comme Karl Gaillard à l'université de Munich et Gournot en France avec sa méthode du contrôle autour de 1880, qui ont créé l'idée d'utiliser la forêt proche de la nature, la forêt mélangée, selon Gaillard. Et ces idées, finalement, parce qu'il s'agit toujours un peu des mêmes idées, ont été reprises successivement à différentes périodes de l'évolution, parfois sous des noms divers, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a quelques variations près, mais quand on prend l'idée de base, c'est la même chose avec le jardinage cultural de Henri Violet, chose bien connue puisqu'elle concerne aussi les pays montagneux, comme la France et la Suisse. Et puis, sous le terme de sylviculture proche de la nature, avec un méconnu en fait, Arnold Engler, qui est un professeur à l'école polytechnique de Zurich, et un des premiers forestiers à apporter les bases scientifiques à une sylviculture naturelle et de qualité, reprise ensuite par Leibold déjà mieux connu. Sous le terme de forêt pérenne ou Dauerwald pour nos amis allemands, en 1920, on a eu des débats en Allemagne très intenses sur la contradiction entre la monoculture et la forêt naturelle, dans l'esprit d'une forêt durable. Dauerwald veut dire forêt pérenne ou forêt durable. Le Continuous Cover Forestry des Britanniques. Ensuite, l'idée de ProSilva qui a été développée en 1989 en Slovénie sous l'égide de
Dušan Mlíček et évidemment la forêt irrégulière de Brice de Turckheim et Max Brügger aussi. On retourne en arrière sur l'image précédente. Ce mouvement d'idées s'oppose diamétralement à la vision biomécanistique et agro-technocratique de la forêt, fabrique de bois ou ligniculture ou en monoculture pour la plupart du temps, avec tout l'attirail des techniques et chimiques de la culture intensive. Cette dernière conception en monoculture semblerait être aujourd'hui totalement morte, obsolète, quand on considère les intérêts de la société qui sont les intérêts d'une société urbaine aujourd'hui. Nos sociétés, en Suisse, 75% des gens proviennent des régions urbaines. Et la façon de considérer la forêt est perçue sous cette optique-là. Si l'on considère aujourd'hui que les aspirations de services multiples ou services écosystémiques dominent, il est incompréhensible qu'on puisse encore défendre la monoculture. Et ce qui est encore plus incompréhensible, c'est quand des organismes d'État qui devraient défendre les intérêts globaux, les intérêts de la société, se prétendent défendre ce genre d'intérêts. Hélas, les résistances au changement sont très fortes et il faut beaucoup pour en faire changer. J'aimerais, après ce petit aperçu historique, essayer d'aborder la question de savoir s'il y a des attributs propres à la gestion en couvert continu. Je vais en aborder 3 qui, à eux seuls, ne permettent pas, quoi qu'on en pense, de caractériser ce système de gestion holistique. L'absence de phrase, d'abord, l'irrégularité de structure, ensuite, et la naturalité, c'est-à-dire l'identité à la forêt naturelle. L'absence de coupe rase. La coupe rase est évidemment un terme qui frappe beaucoup les gens, et elle est évidemment le propre de la monoculture. Mais la coupe rase est une arme à double tranchant, parce que la coupe rase est interprétée de façon dramatique par les médias et la grande majorité de la population, alors que la coupe rase n'est en fait que le reflet de ce qui se passe dans la forêt naturelle. On retrouve en forêt virginale la coupe rase d'une part, et d'autre part, l'image suivante, s'il vous plaît, la forêt naturelle demande pour être régénérée des trouées de certaines dimensions, de grandeur diverse il est vrai, mais des trouées surtout dans le cas des espèces de feuillus et des espèces demanderesses de lumière, il faut pour le chêne d'assez grandes trouées, et ces trouées sont assimilées par le grand public comme coupe rase. Aujourd'hui, on utilise le terme de coupe rase pour dramatiser et contribuer à frapper les opinions dans un sens voulu, mais qui n'est pas vraiment utile pour nous. Alors, que faut-il utiliser comme autre attribut? L'irrégularité, figure suivante, n'est pas non plus une caractéristique de la forêt continue, ou pas suffisamment caractéristique. Quand vous regardez un peu l'essentiel des forêts naturelles, ici une forêt en Slovaquie, vous avez de grandes plages sombres, riches en volume et relativement régulières. Donc l'irrégularité n'est pas un critère absolu de naturalité. Et puis enfin, la notion même de naturalité, le troisième argument, qui n'est pas non plus très utile. Faut-il absolument imiter la forêt naturelle? Et si oui, dans quelle mesure? Que faut-il imiter de la forêt naturelle? Sa dynamique,
ce qui est utile, ce qui ne coûte rien, son renouvellement spontané et continu. Mais quand on y regarde de plus près, la forêt naturelle, la forêt vierge, peut être par exemple, est un modèle de renouvellement par sénilité. Le renouvellement de la forêt vierge se fait parce que la forêt vieillit, parce qu'elle devient instable, elle devient source d'attaque par les parasites et les maladies. Est-ce là vraiment le modèle que nous voulons utiliser dans un contexte de changement des conditions de vie de la forêt? Il est possible, avec une forêt parfaitement saine, de renouveler en utilisant les principes de renouvellement naturel en 3 fois moins de temps qu'en réalité. C'est-à-dire que, simplifiant un petit peu les choses, dans une forêt naturelle, vous aurez un cycle de renouvellement, une forêt gérée par les principes de Posilva, vous aurez un cycle de renouvellement d'une centaine d'années, je simplifie évidemment, par rapport à 300-400 ans dans la forêt vierge. Cela signifie, quand on y regarde de très près, qu'il y a 3 à 4 fois plus de surface en renouvellement dans la forêt régénérée de façon prématurée au meilleur moment, quand elle est encore saine et en pleine force de vie, que dans la forêt naturelle. Et c'est justement ces phases de renouvellement et de prime jeunesse qui sont les plus intéressantes pour la biodiversité. Il y a donc 3 à 4 fois plus de surface intéressante pour la biodiversité dans la forêt gérée selon les principes de Posilva. Alors, si aucun de ces 3 attributs n'est véritablement utilisable, comment définir la forêt à gestion durable? Eh bien, il faut le définir plutôt par des principes de gestion. C'est-à-dire le maintien du système. Le système doit être tenu en termes de pouvoir se renouveler lui-même constamment, sans interruption. C'est là, le premier qui a utilisé ces critères dits de jardinage. C'est un peu douteux en termes de sémantique, mais c'est en tout cas valable que les principes de renouvellement et le rajeunissement naturel, spontané, gratuit. La seule chose qui coûte dans la gestion en couvert continu, c'est le bon savoir sylvicole. C'est relativement peu par rapport à la plantation et au renouvellement dans une forêt autrement régulière. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la libre conduite des coupes, ou la libre façon d'intervenir dans une forêt à renouvellement continu. Elle peut prendre, la gestion peut prendre localement des formes assez variables. Il peut s'y appliquer localement et sans schématisme pratiquement toutes les formes usuelles de coupe à petite échelle, mais sans schématisme, sans règle générale. C'est un principe fondamental et très important décrit par Leibourg le premier, la libre conduite des coupes, ou traduit selon un aphorisme un peu plus simple de Mlinchek, le libre style de la sylviculture. C'est là un atout considérable pour les atouts et les usages écosystémiques, car selon la hiérarchie momentanée des intérêts, localement, aussi dans le temps, on peut utiliser, favoriser plutôt une forme qu'une autre, pour favoriser plutôt un groupe d'espèces ou différentes espèces que d'autres. Et toujours, c'est selon l'idée que la diversité des formes d'habitat est la base fonctionnelle de la biodiversité. Et elle peut s'inscrire en principe donc dans l'ensemble du système, tout en pratiquant des coupes. Pour que le système fonctionne,
il faut des interventions périodiques répétées, sinon il dérive vers la sénilité et comme conséquence le défaut de renouvellement. C'est là l'énorme intérêt d'une sylviculture active, renouvelant à temps la forêt et apportant du même coup tout ce qu'il faut pour les autres utilités. C'est ce qu'on a appelé à un certain moment l'effet de sillage, disant que la pratique des coupes apporte dans son sillage pratiquement tout ce qui est important pour les fonctions écosystémiques. Certains ont voulu croire une certaine arrogance des propriétaires de dire une telle chose, mais la pratique des coupes est quand même le moteur de départ de tout le système pour qu'il puisse fonctionner. C'est donc une chose essentielle. La question finalement qui se pose est de savoir, peut-on combiner ce système qui paraît génial sous tous les points de vue, puisqu'il apporte tout relativement gratuitement avec l'économie. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer un petit peu, c'est pas si facile que ça. Mon compère et ami Brice de Turckheim m'avait incité à plusieurs reprises à définir quelle était la bonne économie de la gestion pro-Silva. Nous avons essayé de nous attaquer à ce problème, mais nous avons rapidement compris qu'il était très difficile d'entrer dans le système de pensée des économistes forestiers. Pour quelle raison? Les économistes forestiers pensent, la théorie de Fussman par exemple, que la forêt est assimilable à un bien bancaire qu'on peut vendre et qui doit rendre et qu'il est comparable à une action ou des papiers valeurs. Alors que dans le système de la forêt à gestion continue, vous avez une forêt au départ, à peu près correspondant à ce qu'il faut faire pour être durable et produire durablement des effets, et que cette forêt est toujours là à la fin. Donc en réalité, on ne peut pas utiliser cette forêt comme transaction autrement que tout simplement pour changer le système. Alors cette forêt, est-ce qu'elle est en mesure effectivement de produire économiquement? La forêt pro-Silva utilise en quelque sorte l'usufruit, mais ce n'est pas en fait, je vais tâcher de vous le montrer, véritable usufruit. C'est mieux que l'usufruit. Parce que dans la forêt à rajeunissement continu, vous allez utiliser, la courbe en rouge représente ce qu'on exploite, ce sont des résultats de la fête jardinier, la méthode du contrôle nous a donné des milliers et des milliers de résultats. Voici un exemple caractéristique par rapport à la courbe en vert qui représente l'usufruit, l'accroissement. Vous constatez que ce qu'on utilise dans la forêt jardinier ou la forêt pro-Silva, c'est la même chose. En fait, ce sont des arbres qui ont terminé leur cycle de production. Et on les réalise encore à un moment où ils sont en parfaite santé. Et ce système, évidemment, produit 80% de gros bois quand on fixe la limite à 50 cm. Par rapport à, si vous faites la comparaison avec une futée régulière, moins que 40%. Quand on compare avec toutes les coupes précédentes. Est-ce favorable ou est-ce défavorable? Je pense, et on peut le démontrer, que cela est très favorable parce que, graphique suivant s'il vous plaît, d'abord on produit dans la futée régulière ou dans la futée durable du bois de qualité. Ici un exemple qui montre que la forêt jardinier de Couvet, par exemple, vous avez les gros bois qui sont produits sont en grande majorité de belle qualité. Pourquoi? Vous avez une croissance extrêmement régulière, beaucoup plus régulière que dans la forêt
plantés, qui est un critère de qualité hautement souhaitable, et ensuite l'embranchement dû à la pénombre de l'ensemble du système. Vous n'avez pas relativement peu de gros branches, sinon dans la partie supérieure des arbres qui est nécessaire pour faire de la photosynthèse. Donc on produit en gros des bois de belle qualité. Ensuite, graphique suivant, voici le résultat, si vous voulez, excusez-moi, la comparaison entre la productivité, la somme des dimensions, c'est le volume en fonction du diamètre de la forêt jardinée ici et la forêt régulière, et vous voyez très bien la grande quantité de gros bois qui est produit. Et ce qui est intéressant, le graphique suivant, et j'en aurai terminé, c'est les coûts d'exploitation et de mise en valeur, de mise à distribution des bois, soit par méthode classique, moteur manuel, c'est-à-dire scie à moteur et transporteur, si vous voulez, la courbe en vert, en fonction du diamètre, et soit par harvester, la coupe en rouge. Il est, pour le forestier, de plus en plus intéressant de produire des gros bois jusqu'à 80, 60, 70, 80 cm de diamètre. Pourquoi? C'est une relation du rapport entre le nombre de pièces et le volume et la facilité de manutention qui en résulte. Il est donc extrêmement intéressant d'utiliser des gros bois. Il est incompréhensible pour le forestier et le producteur que je suis que les forestiers ne défendent pas cet atout qu'ils ont par rapport aux scieurs qui prétendent le contraire. Et ça, c'est un débat que je n'ai pas le temps de mener, mais que nous pourrons mener peut-être quand il le faudra. La question terminale est la suivante. La réalité évidente est que le propriétaire forestier a un grand intérêt économique à produire des gros bois, bien meilleur marché à mobiliser et à mettre sur le marché. Il n'y a aucune raison technique à ne pas les utiliser. Merci de votre attention.